chère Thaï, chères sœurs, chers frères, chère communauté. Bon, vous voyez, je suis nouvelle ici, donc pardonnez-moi. Voilà, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur. Je suis reliée à un certain nombre d'associations de préservation et de défense des animaux et de la planète, des forêts, des plantes. Et donc on m'envoie sans arrêt des informations que je dispatche, comment on va dire, des pétitions que je fais signer, etc. Et ce que je vois depuis que je suis là-dedans, dans ce courant, ce sont des choses qui sont vraiment effroyables, qui sont terribles et qui me paraissent irrémédiables pour certaines. Et j'avoue que parfois c'est très très lourd. Parfois je ressens une très grande détresse. Je vais en face de ce qui m'est donné, je vois les informations, je les considère, et je me dis qu'il est sûrement aussi de mon devoir de les dispatcher pour que les gens soient au fait de ce qui se passe, qu'ils ne mettent pas la tête dans le sable, mais qu'ils voient un peu ce qui est en train de se faire en ce moment et de quelle manière on peut préserver, réagir, s'élever en toute, je dirais, en toute paix, mais s'élever quand même pour dire non à tout ce qui est fait à l'heure actuelle. Et donc j'ai deux questions. D'une part, pourquoi un tel karma pour les animaux et les plantes de cette terre? Comment se fait-il que quelque chose d'aussi effroyable soit quelque part ou permis ou existant? Ça, c'est quelque chose qui me taraude depuis longtemps et je n'arrive pas à comprendre. Et d'autre part, comment puis-je faire avec cette détresse qui me prend à certains moments où je me sens en compassion profonde avec tout ce qui se passe, mais, comment dire, impuissante, oui, par rapport à tout ce flot de souffrance et de destruction que je vois autour de moi. Voilà. Chère Thaï, chère communauté, chers amis, merci pour votre question du cœur. Tout d'abord, j'aimerais dire de ce sentiment d'impuissance qui est là, tout d'abord, tout simplement l'accueillir, et un peu comme notre frère expliquait un peu avant. Oui, je me sens impuissante devant cette situation et en prendre soin, ce sentiment, ne pas le refouler. Et de là, il y a un espace qui va s'ouvrir et une clarté et basé sur cette force, on va pouvoir savoir quoi faire. Ce que je voulais partager aussi, je partagerai un petit peu plus sur à propos de l'impuissance, mais quand vous posiez la question par rapport au karma des animaux et des plantes, ce qui est venu tout de suite, c'est plutôt savoir avec nous, les êtres humains, et que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes séparés, nous nous sommes déconnectés d'avec la terre-mère, avec les animaux, les minéraux, les plantes, les végétaux, en pensant que nous sommes une espèce exceptionnelle et différente. Et je pense que il y a
un éveil qui est en train de se produire et de s'apercevoir qu'en fait, nous avons beaucoup à apprendre des animaux, des plantes, des minéraux, de la terre-mère, et que nous ne sommes pas séparés. Et c'est beaucoup de souffrance que nous avons est liée à ce fait de cette déconnexion. Et que, en fait, quand on dit c'est le karma des plantes ou des animaux, je pense que c'est plutôt le fruit des actions des humains que nous récoltons. Ce que nous semons, on va le récolter. Donc tout ce qui se passe. Et l'être humain a à l'intérieur de lui beaucoup de beauté, de bonté, et d'une façon ou d'une autre, il y a eu un choix des directions de vie qui ont arrosé les graines de haine, de cruauté, et bon, tout cela. Donc, quoi faire pour vous, dans votre question, quoi faire, c'est regarder comment est-ce que vous vous alimentez par tous les messages que vous recevez, et reconnaître vos limites, parce qu'à ce moment-là, vous allez être complètement submergé et ne plus vraiment savoir rester stable et solide et savoir que faire. Et donc, c'est savoir connaître vos propres limites. Et comment est-ce que j'arrose mon propre jardin, d'amener arroser les graines de paix en moi, les graines de confiance, les graines de stabilité, oui, la graine de joie, et de se connecter soi-même avec la nature, aller dans la nature, être proche des animaux et connecter, laisser la nature nous parler et nous dire bon, moi j'y arrive pas, je me sens impuissante, qu'est-ce que je peux faire? Et la terre-mère va nous répondre si on est silencieux à l'intérieur. Donc notre frère aussi parlait des pensées. C'est important d'amener, de vraiment toucher le silence intérieur, parce qu'en fait, peut-être on va dans des endroits et puis c'est silencieux tout autour, mais à l'intérieur ça parle beaucoup. Et notre tête est remplie de mots, de pensées, d'idées, et on ne peut pas entendre. On ne peut pas entendre. Donc c'est arriver à se ralentir. C'est pour ça, quand vous venez dans notre centre de pratique, on s'entraîne à s'arrêter, à retourner à notre respiration, à notre corps, avec les écoutes des cloches, et ça apaise notre pensée. Et là, à ce moment-là, il y a plein de choses qui s'ouvrent. On va savoir quoi faire, on va pouvoir rester stable. En ce moment, je suis en train de lire un livre peut-être beaucoup d'entre vous connaissez Alexandre Jolien, qui est philosophe et aussi personne qui souffre d'un grand handicap. Et le livre que je suis en train de lire, c'est Vivre sans pourquoi. Et il y a un moment où il raconte l'histoire avec son fils, et que son fils, il y a plein de choses qui se passent. Et il dit, c'est une pratique qu'ils ont ensemble, où s'ils sont trop énervés tous les deux, le père et le fils, ils vont dans la chambre, et puis là, ils disent, ok, l'esprit est comme un singe, c'est l'image qu'on donne, où il saute partout, et on dit souvent, notre esprit est comme un singe qui a bu 10 litres de whisky, par exemple, et piqué par un scorpion, et une chose comme ça, donc il saute partout. Ça, c'est notre esprit. Et quand on commence d'ailleurs à méditer, souvent on s'aperçoit, parce que jusqu'à ce que l'on s'arrête,
on va pas prendre conscience que notre esprit est très... C'est un grand... plein de choses dedans. À partir du moment où on va commencer à s'arrêter, on va s'apercevoir que notre esprit est très confus, on part partout. Et c'est là où le travail et la pratique, l'entraînement va commencer. Donc là, il dit à son fils, et il retourne, la seule chose à faire, c'est « Calme-toi, petit singe », et de ne pas se battre contre l'esprit, mais simplement dire à son esprit « Calme-toi, petit singe », pas dire « Calme-toi ». Différence. Il y a la différence entre « Calme-toi, petit singe ». Et en faisant comme ça, l'esprit, avec tendresse, il va se ralentir. Et là, on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire. Et moi, je vois une des choses très importantes dans ma pratique, c'est la foi, mais la foi basée sur l'expérience. Et au départ, on vient ici, puis on voit des pratiques, mais okay, on va essayer. Alors on essaye et on s'aperçoit, waouh, ça marche, parce qu'on goûte nous-mêmes. Et à ce moment-là, petit à petit, on va avoir de plus en plus de foi, de confiance dans la pratique. Donc, comme vous êtes nouvelle, je vous encourage à continuer, et puis aussi de connecter avec des amis de pratique, une communauté, ce qu'on appelle une sangha, et avoir un soutien comme cela pour faire ce que vous souhaitez faire. Et c'est fantastique ce que vous faites, parce que c'est aussi d'aider à la collectivité de s'éveiller. Pourquoi est-ce que l'on fait... on considère les animaux, mais quand on voit tout ce qui se passe avec ce que Marc partageait, ce que la question au début qui avait été posée, c'est on se considère même entre êtres humains comme cela non, et cela oui, et on fait partout. Et je voyais aussi, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touchée récemment, mais peut-être beaucoup d'entre vous l'avez vu aussi. C'est un documentaire de Jacques Perrin qui s'appelle Océan, et que quelqu'un nous a offert. Et j'ai regardé, est-ce que dans le petit DVD, il y a les bonus où il explique comment ils ont fait le film, ce documentaire, et c'est extraordinaire parce qu'il parle avec tous les animaux dans les océans. Par exemple, avec l'exemple d'un requin, qu'on pense et on a l'idée que les requins sont des animaux féroces et très dangereux. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Si on les connaît, c'est pas du tout comme ça. Ils étaient capables de nager corps à corps à côté d'un requin, et ils nous ont découvert complètement différemment. Donc c'est voilà. On s'enferme dans nos idées, donc c'est ouvrir à autre chose. Et je pense peut-être Marc a quelque chose à ajouter. Non, merci Marc. Merci Sœur Dao pour ce partage. Je voudrais juste rajouter une petite chose qui me semble importante, qui rejoint cette question, mais qui a aussi un lien avec la question qui a été posée au début sur les réfugiés, la peur des réfugiés. Chaque fois que je suis confronté à des choses qui me pèsent, que ce soit cette honte de ne pas recevoir des réfugiés ici, ou cette peur, ou cette impuissance par rapport à la pollution et à la violence faite aux animaux, quelle est la réponse juste? Et là, je ferai la différence entre la réponse du militant et la réponse du bodhisattva. La réponse du militant, que j'ai été pendant longtemps, en tant que militant écologiste, mais aussi d'extrême gauche, à un moment dans ma jeunesse, c'est une réaction sur la base d'une émotion qui n'a pas été éclaircie. Et là, je pars en guerre contre, sur la base d'une émotion. Et habituellement, la réponse, elle n'est pas juste. Parce que c'est une réponse individuelle qui va certainement apporter des réponses qui ne sont pas adaptées. Alors que ce que j'appelle, ce que Tai appelle aussi le bodhisattva, ce qu'on appelle dans le bouddhisme, c'est celui qui, face à une douleur ou un questionnement douloureux,
va revenir à lui-même, à sa pleine conscience, à la concentration pour développer sa vision profonde. Et au lieu d'avoir une vision restreinte comme un photographe qui a un zoom de très près, qui est très près, qui voit un des aspects de la chose, la pleine conscience va me permettre de développer cette vision large qui fait que je vais voir non seulement ma peur, mais je vais me sentir dans l'interdépendance. Je vais rentrer en lien dans ce réseau vaste d'interdépendance où je vais me voir, moi, dans ma propre responsabilité, mais celle de mes proches, de ma famille, celle de mon environnement, celle des médias, celle des autres pays, de tous les règnes. Et là, je ne suis plus sur la base, dans la mesure où j'ai accueilli ma peur, accueilli mon mal-être ou mon impuissance, l'embrasser, je vais pouvoir voir émerger une réponse plus adaptée, qui ne sera pas une réponse faite sur la base émotionnelle, mais sur la base d'une vision large. Et ce ne sera plus une réaction, mais ce sera une réponse. Passer de la réaction à la réponse juste. Et c'est là l'action juste dans l'octuple sentier. On dit que quand on a la vision juste, on a la pensée juste, la parole juste et l'action juste qui vient. Donc je nous encourage vraiment à trouver ces plans B que souvent on ignore ou on pense que ce n'est pas possible. On dit mais on est impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là peut-être que cette vision large va nous faire rencontrer des gens qui sont dans la même mouvance. Ça peut être dans la Sangha, ça peut être dans une association. Et là on va peut-être ensemble découvrir une manière d'agir ou de répondre à cette souffrance qui va peut-être faire changer des choses. Et c'est important de pouvoir aussi s'engager et de voir comment est-ce qu'on peut s'engager dans le monde. En ce moment, effectivement, les pétitions qui ont circulé, je pense aux abeilles, pour les pesticides qui détruisent les abeilles, ça doit se débattre, ça a été débattu récemment au Parlement européen pour interdire ou pas un pesticide donné. Il semble qu'on est en voie de pouvoir apporter une réponse positive, c'est-à-dire supprimer ce pesticide dont on sait qu'il décime les abeilles. Et décimant les abeilles, c'est toute la pollinisation et donc la nourriture à venir d'une bonne partie de notre population et de la population mondiale qui est en danger. Et là, il y a une action possible, mais en se mobilisant, mais pas dans la haine et la revanche, mais dans une parole aimante. Et là, c'est important, parce qu'on peut parler à nos députés, on peut écrire et ça Taille nous a encouragés pendant longtemps à écrire à nos députés, écrire au président, écrire à la communauté européenne, mais collectivement. Je peux le faire seul dans mon coin, mais je peux aussi le faire en Sangha. Et à l'époque de la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan, Taille nous avait encouragés en Sangha à faire des démarches pour écrire. Donc je veux dire, il y a paix en moi, paix dans le monde. Et paix en moi, ça m'ouvre au collectif. Et c'est ce collectif-là qui va développer la vision profonde. Et la Sangha est un lieu privilégié pour ça, pour développer la vision profonde. Et la réponse juste qui va peut-être nous amener à agir vraiment concrètement sur le plan social et politique pour faire des propositions ou exprimer notre réticence ou notre refus de cautionner des choses qui bafouent la vie des différents règnes.